Chapitre 1. Le silence exact de 413. La bibliothèque Edevan, située au cœur de la campagne anglaise, était un sanctuaire tranquille de marbre, de hauts plafonds et de tapis qui étouffaient même les pensées les plus bruyantes. Depuis des générations, c'était la fierté de la famille Edevan. Une pièce octogonale bordée d'étagères anciennes, une cheminée toujours allumée en hiver, et des horloges, une douzaine, suspendues en parfaite symétrie entre les panneaux d'acajou. Le tout synchronisé à la seconde près. Le dernier après-midi de novembre, à 16h13 précise, toutes les horloges se sont arrêtées. La découverte a été faite par Violette Ashcombe, la bibliothécaire personnelle de Sir Lionel Edevain. Une femme méthodique et réservée, avec des lunettes cerclées d'or et un respect presque religieux pour les livres. Alors qu'elle entrait dans la pièce pour prendre le thé à 16h, elle trébucha sur le bord du tapis. Puis elle vit, Sir Lionel était affalé sur la chaise de lecture, son expression sereine, mais ses yeux ouverts, comme s'ils avaient été témoins de quelque chose que même les livres de sa bibliothèque ne pouvaient expliquer. À ses côtés, une copie ouverte de L'Esprit criminel de Cesare Lombroso, et sur la table basse, une tasse de thé intacte. Il n'y avait aucun signe de lutte, aucune blessure visible. Mais quelque chose vient perturber le tableau. L'horloge à pendule, l'horloge de poche sur la cheminée, l'horloge murale suisse, voire la délicate pendule de voyage Cartier. Elles indiquaient toutes 4h13. Lorsque le médecin local est arrivé 20 minutes plus tard, il n'a pu déterminer aucune cause immédiate. Insuffisance cardiaque, peut-être. Mais il n'y a pas d'antécédent, murmura-t-il. Violette n'était pas convaincue, et encore moins quand, en rangeant les livres épars, il remarqua une curiosité. La plus ancienne édition de Crimes du passé, un ouvrage que Sir Lionel consultait fréquemment, avait disparu. La police est arrivée de Londres. Le lendemain, à pas lourd et avec des paroles brèves. L'inspecteur Gable, corpulent et sceptique, haussa un sourcil en direction du cadavre toujours en place, comme si le corps lui-même défiait le protocole. Est-ce que toutes les horloges se sont arrêtées en même temps ? Demanda-t-il en croisant les bras. Exactement à 16h13, répondit Violette. Je l'ai vérifié 3 fois. Et qui avait accès à cette pièce? La famille Edevan, moi et les serviteurs de confiance. Personne d'autre. Gable fronça les sourcils. Il n'y avait pas de serrure forcée. Rien de volé. Rien de tangible. C'est alors, 2 jours plus tard, que le télégramme arriva. Cher inspecteur Gable, j'ai lu avec intérêt le cas étrange des horloges arrêtées. Si vous me permettez une suggestion, le temps ne s'est pas arrêté tout seul. Quelqu'un l'a forcé à le faire. HP. Le lendemain après-midi, sous une pluie intermittente et enveloppé dans son manteau gris caractéristique, Hercule Poirot descendit du train avec son sang-froid habituel. Il avait une fleur fraîche à la boutonnière, un parapluie noir, parfaitement aligné avec sa canne et un regard curieux. Il avait flairé le crime de loin, non pas à cause de ce qui a été dit, mais à cause de ce qui a été omis. Et c'est ainsi que le mystère commença. Chapitre 2. Écho entre les étagères. Le lendemain de l'arrivée d'Hercule Poirot, le manoir d'Edevan tomba dans un calme tendu, interrompu seulement par le léger cliquetis de la porcelaine pendant le petit déjeuner. Violette Ashcombe, pâle mais posée,
accompagnait le détective belge alors qu'il traversait les couloirs en direction de la bibliothèque. Sir Lionel était exigeant, dit doucement Violette, ajustant ses lunettes. Il ne supportait pas le désordre. Même la poussière avait des horaires. Poirot hocha la tête sans commenter. Ses yeux parcouraient les cadres, les plaintes, les tapisseries. Pas tant la recherche d'indices physiques, mais plutôt de déséquilibre. Quelque chose qui criait contre l'harmonie, comme si le temps s'était arrêté dans les horloges. En arrivant à la bibliothèque, Poirot s'arrêta juste avant de franchir le seuil. Ses chaussures parfaitement cirées ne touchaient pas encore le tapis. « Mademoiselle Ashcombe, dites-moi, quelle a été votre première impression lorsque vous avez trouvé le corps? Quelque chose ne correspondait pas, dit-il avec hésitation. Ce n'était pas seulement la mort, c'était le silence. Un silence imposé. Poirot s'inclina légèrement. « Ah, tu es observatrice. » Un silence qui pèse plus que le son. À midi, l'inspecteur Gable a rassemblé les personnes présentes dans le Salon Bleu, un espace décoré de tapisseries françaises et de portraits de famille qu'il regardait avec un froncement de sourcils perpétuel. Poirot se tenait à l'écart, observant avec son sang-froid habituel. « Eh bien, commença Gable, debout près de la cheminée. Monsieur Poirot nous a demandé de rencontrer tous les membres de la chambre. Alors, sans plus attendre, un à un, les visages du drame se sont succédés. D'abord, Dame Geneviève Edevanne, la seconde épouse de Sir Lionel. Plus jeune de près de 20 ans, élégant, aux mouvements fluides et au regard impassible. Son ton était mesuré, mais chaque mot portait une note de calcul. Mon mari avait des ennemis comme tout homme ayant de l'argent et des opinions bien arrêtées. Mais ici, il n'y avait que la routine, dit-il avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Puis il entra Algernon Edevanne, le fils du premier mariage. Les cheveux ébouriffés et la voix rauque, il avait l'air de quelqu'un qui n'avait pas sa place dans son environnement. « Je ne comprends pas, » marmonna-t-il, sans regarder personne en particulier. Il était en bonne santé, fort. Le vieil homme n'allait pas partir comme ça. Poirot l'observait attentivement. Il y avait du ressentiment dans ce ton, mais pas nécessairement de la culpabilité. Après, mademoiselle Célestine Barreau, cousin éloigné, secrétaire et correcteur des manuscrits historiques de Sir Lionel, femme sévère, au regard inquisiteur. « J'ai organisé votre bibliothèque, » dit-il fermement. « Et je peux vous assurer que le livre manquant était là la veille. Crime du passé, édition 1899. Très rare. Et y a-t-il quelqu'un d'autre qui le savait ?» demanda Poirot. Seul lui et moi connaissions son emplacement exact, répondit-il sans hésitation. J'étais aussi Monsieur Hargrove, le majordome, un homme mince à la voix calme, qui s'inclina légèrement en parlant. Je n'ai vu personne d'étrange entrer cet après-midi-là. Mais Madame Geneviève a reçu une lettre avant le thé. Je ne sais pas qui. Il l'a brûlée sans dire un mot. Le regard de Geneviève ne broncha pas face à cette révélation. Enfin, Claire, la plus jeune fille, aux yeux grands comme des lanternes. Elle semblait avoir peur d'être présente. « J'ai servi le thé, » dit-il à voix basse. Et j'ai entendu un son, comme un tic fort. Pas une montre, un autre type de bruit,
À 4h10, plus ou moins, Poirot plissa les yeux. « Un tic, dites-vous, plus fort que les montres. Oui, monsieur, comme une corde raide qui se détache. Une corde !» Un clic, un écho métallique entre les étagères. Poirot croisa lentement les doigts, et une note d'intrigue résonna dans sa voix. « Mes amis, le crime dans cette maison est subtil, comme un livre égaré. Tout le monde semble à sa place, mais aucun n'y appartient. » Personne n'a répondu. Seul le craquement de la cheminée répondit. Poirot se leva. Il se dirigea vers le centre de la pièce, s'arrêtant sous un portrait de Sir Lionel. « Aujourd'hui, je vais commencer mes entretiens, un par un. Mais d'abord, je veux voir l'endroit exact où se trouvaient ces horloges. Tous. Et voyez ce qu'ils ont marqué d'autre. À part le temps. » Les yeux de tous le suivirent, mais personne ne parla, comme si, au fond, chacun savait que Poirot avait déjà remarqué quelque chose qu'il n'avait tant pas remarqué, et que, dans cette maison silencieuse, le moment exact de vérité n'était pas encore arrivé. Chapitre 3. Conversation au rythme. Du tic-tac, Hercule Poirot s'installa dans la petite salle de lecture, une pièce attenante à la bibliothèque, où la lumière naturelle filtrait à travers des rideaux de dentelle. Il avait demandé une table ronde, une seule chaise pour lui et une autre pour chaque interviewé. Ce n'était pas un interrogatoire, dit-il. Juste une conversation tranquille entre des gens qui ont des choses intéressantes à dire. Violette Ashcombe fut la première. « Connaissiez-vous les habitudes exactes de M. Edevan ?» demanda Poirot, ses doigts entrelacés sur le bord de la table. « Oui, monsieur. Il avait des routines invariables. Je lis entre 3 et 5 heures. Toujours dans le même fauteuil, avec la même tasse de thé. Earl Grey, sans sucre. Et le jour de sa mort, exactement pareil. À 4 heures, j'ai préparé du thé. Entre. Je l'ai vu comme ça. Silencieux. Les horloges se sont arrêtées. Poirot pencha la tête. Et les montres? Comment saviez-vous qu'ils s'étaient arrêtés en même temps? Parce que j'ai une habitude, monsieur. Chaque jour à 4h30, il tournait le sablier qu'il posait sur sa table. Et cette fois-là, ça n'a pas tourné. Cela s'était déjà arrêté. Poirot hocha la tête, comme si cela confirmait une théorie interne. Puis ce fut le tour de Lady Geneviève. Elle entra sans hâte, comme si la mort de son mari était un événement malheureux, mais non tragique. Elle portait des gants en dentelle noire et une écharpe qui avait l'air plus décorative que de deuil. « Madame, saviez-vous que votre mari possédait un précieux exemplaire de Crimes du passé? Ce vieux livre? » Claire. Il la consultait constamment avec la même obsession avec laquelle il collectionnait les montres. J'ai trouvé ça dérangeant, troublant, décrit des crimes historiques avec des détails morbides. C'était comme s'il se nourrissait du passé. Pour juger le présent, Poirot regarda ses mains élégamment pliées. « Et la lettre que tu as reçue avant le thé. Puis-je demander qui l'a envoyée ?» Geneviève sourit faiblement. Il n'y avait pas d'expéditeur. Un non-sens. De vagues menaces. Il a dit que le temps s'arrête pour ceux qui ne savent pas ce que cachent les livres. De quel genre d'absurdité s'agit-il? Poirot ne répondit pas immédiatement. Sa moustache vibrait imperceptiblement alors qu'il fixait son regard sur son interlocuteur.
Et il l'a brûlée? Bien sûr. Nous ne nourrissons pas les mensonges avec attention. Lorsqu'elle se retira, Poirot commanda du thé pour lui-même. Non pas pour boire, mais pour observer. Il mesurait le silence entre les entretiens comme s'il pouvait aussi interroger le temps. Ensuite, c'était Algernon. Il avait l'air de quelqu'un portant un poids invisible, mais bien réel. Où étais-tu à 4 heures le jour de la mort de ton père? Dans le jardin avec le jardinier. Je pourrais lui demander. Nous discutions de l'endroit où planter les nouveaux cerisiers. Et qu'as-tu pensé de l'intérêt de ton père pour les montres? Algernon rit sans humour. Intérêt? C'était une obsession. Il ne supportait pas que quelqu'un soit désaccordé. Tout le monde devait marquer la même chose. Il nous faisait même arrêter les conversations si l'une d'entre elles semblait décalée. Poirot haussa les sourcils. Avez-vous déjà exprimé le désir de vous en débarrasser? Jamais. Il a dit que si les horloges de cette maison s'arrêtaient, son cœur aussi. Il était superstitieux à ce sujet. La déclaration n'est pas passée inaperçue auprès de Poirot. Puis vint Miss Célestine Barrow. Son attitude était rigide et ses réponses tranchantes. Saviez-vous que le livre manquant était l'un des derniers touchés par Sir Lionel? Bien sûr. Je l'ai vu à son bureau mercredi matin. Et tu ne l'as pas trouvé plus tard? Non. J'ai parcouru toute l'étagère, même les compartiments cachés. Poirot pencha la tête. Oh, y a-t-il des compartiments cachés? Ouais. Sir Lionel les fit construire pour cacher des spécimens délicats. Antécédents criminels, correspondances controversées, lettres oses. Homme politique. Y aviez-vous accès? Ouais. Moi et... Eh bien, Lady Geneviève a un jour insisté pour les voir. Je ne sais pas s'il a trouvé quelque chose. Poirot fit une note mentale. Compartiment secret, carte, politique, le tout caché parmi les acajou. Enfin, la bonne Clara. Elle entra nerveusement, froissant le tablier dans ses mains. « Tu te souviens bien de ce bruit, Clara ?»« Oui, monsieur. Cela ne vient pas d'une montre. C'était plus sec, comme si quelque chose était libéré. Un printemps, peut-être? Et tu n'en as pas parlé avant? J'avais peur. Ils m'ont dit de ne pas trop parler. Qui te l'a dit? Clara hésita. Il déglutit. Madame Geneviève. Il a dit que parfois le silence protège plus que les mots. Poirot n'insista pas. Il se contenta d'acquiescer lentement, tandis que son regard se perdait entre les moulures du plafond. Lorsque la porte se referma derrière la jeune femme, Poirot se retrouva seul avec sa tasse intacte. Les horloges s'étaient arrêtées, mais pas par hasard. Et parmi ceux qui étaient assis devant lui, quelqu'un savait exactement pourquoi. Chapitre 4. Une théorie parfaite, trop parfaite. L'inspecteur Gable faisait les 100 pas, les bras croisés, devant la cheminée du salon, bleu, tandis que Poirot observait le feu comme s'il essayait de lire une langue cachée dans les flammes. À côté de lui, Violette Ashcombe restait silencieuse, un cahier sur les genoux, prenant des notes que personne ne lui avait demandées. « D'accord, » dit Gable, s'arrêtant brusquement. « Nous disposons de suffisamment d'éléments pour former une hypothèse solide. » Poirot haussa un sourcil. « Ah, une hypothèse, dites-vous. J'ai hâte de l'entendre, mon ami. »
Gable s'éclaircit la gorge, visiblement prêt à profiter du moment présent. La raison est simple, l'argent. Sir Lionel avait signé, il y a moins d'une semaine, une nouvelle clause dans son testament. J'ai la copie. De la poche intérieure de sa veste, il sortit une enveloppe pliée et la tendit théâtralement. « Et que stipule cette nouvelle clause ?» demanda Poirot sans toucher au document. « Que s'il mourait subitement avant la fin de l'année, la moitié de sa fortune passerait à son fils Algernon. D'ici là, Geneviève demeurerait l'héritière universelle. Mais s'il mourait de cause naturelle dans ce cadre, le changement ne se matérialiserait pas. Une clause avec « une date d'expiration », marmonna Poirot. « Exact. Et nous avons le motif. Le jeune Edevan était endetté. Très endetté. Dette de jeu, selon ce que nous a dit son banquier privé. » Poirot hocha doucement la tête, tandis que Violette pinçait les lèvres. « Et les montres ?» demanda Poirot. « Assez. Butler Hargrove a avoué qu'il y a 2 semaines, il avait trouvé Algernon en train de manipuler le pendule de l'horloge centrale. Il a dit qu'il était juste en train de nettoyer. Maintenant, nous savons qu'il mentait. Il aurait pu préparer un dispositif pour que tout le monde s'arrête en même temps. Une astuce mécanique pour semer la confusion. Poirot entrelaça ses doigts pensivement. Et si je peux demander, pourquoi les arrêter à 16h13 ? Gable haussa les épaules. Confondre ? Pour détourner l'attention. Ou peut-être juste une excentricité symbolique. Les criminels ne pensent pas toujours logiquement, n'est-ce pas ? Poirot ne répondit pas immédiatement. Dans son esprit, les éléments ne s'assemblaient pas vraiment. Un indice aussi raffiné, aussi parfaitement aligné avec le mobile, était rarement vrai, comme un livre posé trop droit sur une étagère chaotique. Poirot a ensuite demandé la permission de fouiller les effets personnels de Sir Lionel. Violette l'accompagna au bureau privé, une pièce plus petite que la bibliothèque, mais tout aussi bien rangé. Là, sur un bureau en noyer, se trouvait un cahier à l'écriture ferme. « Peu ?» demanda Poirot. « Bien sûr », dit Violette. Les dernières lignes écrites par Sir Lionel étaient singulières. Si vous regardez bien, les horloges ne mentent pas. Mais ce qui entoure le temps, c'est là le vrai casse-tête. Poirot le lut doucement, puis leva les yeux. « Mademoiselle Ashcombe, Sir Lionel écrivait-il souvent des phrases énigmatiques seulement quand je soupçonnais quelque chose. C'était sa façon de faire une déclaration sans être directe, une sorte de héritage mental. » Poirot ferma soigneusement le cahier. Il se tourna vers l'étagère du bureau où se trouvait une boîte en bois décorée de gravures anciennes. Qu'est-ce que c'est ? Une boîte à musique. C'était l'un de ses objets préférés. Il y avait plusieurs mélodies, toutes synchronisées avec l'horloge principale. Poirot l'ouvrit. Le mécanisme était intact, mais la corde avait été brusquement déroulée. Un petit détail, rien d'autre. Et pourtant, de retour dans le salon, Gable était assis d'un air suffisant. Nous avons le motif, l'opportunité et même la méthode. Qu'en dis-tu, Poirot ? Je dis, mon cher inspecteur, que votre théorie est aussi précise que les horloges de cette maison. Cependant, les horloges se sont arrêtées, oui. Mais peut-être pas pour détourner l'attention, mais pour le signaler. Un signal précis, pas un piège. Et qu'est-ce que cela indique ? C'est ce que je n'ai pas encore découvert, répondit Poirot avec un léger sourire. Gable renifla.
mais n'insista pas. D'après son expérience, Poirot a toujours eu une réserve cachée, une carte pas encore jouée. Se retirant dans le couloir, Poirot rencontra Clara, la femme de chambre. Il semblait s'y attendre. « Monsieur Poirot, murmura-t-il, puis-je vous montrer quelque chose ?»« Bien sûr, mademoiselle. » Elle le conduisit à un petit placard dans l'aile nord. À l'intérieur, un plateau à thé couvert. L'étiquette disait « Pour études, 16 ans ». « Je ne l'ai pas pris, murmura-t-il. Madame Geneviève m'a dit que ce n'était pas nécessaire. Mais quelqu'un d'autre a apporté le thé. Poirot fronça les sourcils. OMS? Je ne sais pas. Quand je suis revenu, le plateau avait disparu. Le détective l'observa attentivement, et ses yeux se posèrent alors sur une petite tache sombre sur le bois du placard. Est-ce que c'était toujours là? Non, monsieur. Il est apparu plus tard. Poirot sortit un mouchoir, l'humidifia et le frotta. Couleur délavée, thé noir, mais mélangé avec quelque chose de plus épais, à peine perceptible. Voilà pour être décontracté. Il se tourna lentement. Clara, le jour où les horloges se sont arrêtées, as-tu entendu des pas avant le bruit? La jeune femme hocha lentement la tête. Ouais. Quelqu'un est entré par la porte arrière de la bibliothèque. Mais je n'ai pas vu qui. Poirot resta silencieux. Son esprit, toujours en mouvement, commença à prendre une nouvelle direction. La théorie de Gable était intéressante, trop soignée. Et dans la maison de Sir Lionel, où chaque horloge avait son histoire, ce qui était peut-être vraiment important, était ce qui s'était passé avant que le temps ne s'arrête. Chapitre 5. Le mouvement invisible de l'horloge intérieure. Le temps avait changé sur le domaine des Devanne. Les feuilles craquaient plus intensément sous les pieds, et la brume matinale mettait du temps à se dissiper, comme si même l'air refusait de laisser les choses suivre leur cours normal. Hercule Poirot s'est parfaitement adapté à cette atmosphère qui, ce matin-là, demandait quelque chose de particulier. « J'aimerais avoir une petite réunion à la bibliothèque », annonça-t-il en remuant sa tasse de chocolat chaud. Quelque chose d'informel, bien sûr. Juste une conversation entre amoureux de l'ordre. « Par ordre, dites-vous » demanda Lady Geneviève, avec un léger sarcasme. « Bien sûr, madame, » répondit Poirot. « Il y a ceux qui croient que l'ordre s'impose, avec des règles, mais je maintiens que le véritable ordre révèle la vérité. » La vérité. La réunion était organisée à 11 heures. Il n'y avait aucune raison apparente. Tout le monde était convoqué, comme s'il s'agissait d'un geste courtois, presque capricieux. Poirot a demandé à chacun d'apporter son livre préféré de la bibliothèque, celui qui représentait le mieux son personnage. Ils sont arrivés à l'heure. Gable regardait depuis le coin, mal à l'aise avec ce qu'il considérait comme une perte de temps. Violette se tenait près du bureau, un cahier à la main. Poirot était déjà assis, tournant sa canne sur ses genoux. « Eh bien, mes amis, » commença-t-il d'une voix douce, « un petit jeu. Je leur ai demandé d'apporter un livre. Pas à cause du contenu, mais à cause de ce qu'il dit de vous. Lady Geneviève fut la première. « L'art de la guerre », dit-il en le tendant élégamment, parce que parfois la stratégie est plus importante que la force. Poirot hocha la tête avec un léger sourire. « Un choix raffiné.
Voyez-vous la vie comme un combat, madame? Seulement quand tu te bats pour préserver ce qui t'appartient. Puis, ce fut le tour d'Algernon. Moby Dick? Je suppose que j'ai toujours été fasciné par les obsessions destructrices, a-t-il déclaré sans regarder personne. Poirot l'observait attentivement. Ses yeux, plus que sa voix, disaient quelque chose de plus profond. Miss Barrow, méticuleuse comme toujours, a choisi le dictionnaire britannique de la criminalité. Pour comprendre ce que nous craignons, nous devons le savoir, a-t-il ajouté. Et enfin Violette, qui a timidement distribué un exemplaire de Le Jardin secret. Parfois les choses les plus importantes sont cachées, murmure-t-il. Poirot notait mentalement chaque geste, chaque pose. Et sœur Lionel, quel livre auriez-vous apporté? Violette a répondu « Probablement Temps et Crime ». Une édition rare, qui parlait de montres utilisées comme instruments de meurtre symbolique. Intéressant. Poirot se leva. « Savez-vous ce qui me semble le plus curieux dans le crime qui nous rassemble ? Non pas que les horloges se soient arrêtées, mais que personne ne les ait entendues s'arrêter. » Silence. Poirot se dirigea lentement vers l'étagère centrale, où l'horloge à pendule était toujours immobile, ses aiguilles fixées à 4h13. Un pendule s'arrête avec un clic sec, et personne dans cette maison si friande d'ordre ne l'entendit. Ou plutôt, personne n'en a parlé. Son regard balayait les visages. Geneviève ne scia pas. Algernon plissa les yeux. Miss Barrow ajusta ses lunettes. Violette pinça les lèvres. Poirot se tourna vers l'inspecteur Gable. « Imaginez ceci, mon ami. Vous voulez créer l'illusion que le temps s'est arrêté de lui-même. Comment fais-tu » Gable renifla. « Manipulez les mécanismes. Programmez-les pour qu'ils ralentissent. Ou arrêtez-en simplement un et ajustez les autres plus tard. » Poirot sourit faiblement. « Mais ils ne s'arrêtent pas en même temps. Pas tout à fait. Ici, tout le monde s'est arrêté à 16h13. Aucun détour, il revint à la table centrale. Ce qui m'amène à penser, et si les horloges ne s'arrêtaient pas d'elles-mêmes, et si c'était l'esprit de quelqu'un qui décidait que le temps devait sembler arrêté. Les regards étaient désormais plus prudents. Miss Barrow fronçait les sourcils. Geneviève a conservé sa pose parfaite. Clara, au fond, faisait semblant de nettoyer une étagère déjà propre. Quelqu'un qui connaît cette maison comme sa poche, qui sait où se trouve chaque montre, qui comprend que la perception est plus puissante que la réalité. Poirot se retourna avec une théâtralité retenue. Quelqu'un qui croit que le crime parfait est celui qui se déguise en normalité. Il se dirigea vers une petite montre de poche sur la cheminée. Et pourtant, mes amis, il y a quelque chose que quelqu'un n'a pas pris en compte. « Et qu'est-ce que c'est » demanda Gable avec impatience. Poirot se tourna lentement. « Que les horloges peuvent s'arrêter, mais pas le cœur de celui qui observe sans être vu. » Ses yeux se fixèrent un instant sur Miss Barrow. Puis, sans dire un mot, il s'inclina et quitta la bibliothèque, laissant derrière lui une tension flottante, comme l'écho d'un métronome qui n'a pas encore frappé sa dernière note. Fermant la porte, il se tourna vers Violette. « Une phrase, mademoiselle, que j'ai apprise en Belgique. Quand tout le monde semble bouger au rythme du crime, l'un danse les yeux fermés, et l'autre les yeux grands ouverts. » Violette baissa les yeux. « Pensez-vous que le coupable le sait déjà »
Oh oui, dit Poirot, souriant de côté. Et il commence à transpirer. Chapitre 6. La confession à laquelle personne ne s'attendait. L'après-midi descendait lentement sur le domaine des Devannes, teintant les vitres d'un ton ambré qui semblait ternir les confins du monde. Poirot, dans sa pose méthodique habituelle, était dans la serre, accompagné seulement d'une petite tasse d'espresso et du léger chant d'un rouge-gorge parmi les branches. Ses pensées bougeaient avec une précision mathématique, mais son expression était celle d'un homme attendant que le prochain jeton tombe tout seul. Et il est tombé. Un cri strident rompit le silence du jardin. Poirot se redressa sans renverser une goutte de sa tasse. Le cri venait de l'aile est. Lorsqu'il arriva, Gable était déjà là, traversant l'allée comme un taureau dans un magasin de porcelaine. Clara, la bonne, pleurait au pied de l'escalier. Dans ses mains, il tenait un mouchoir blanc, taché de rouge. « Ce qui s'est passé ?» demanda sèchement Gable. « C'est Miss Barrow, » gémit Clara. « C'était dans le dossier. Et il y a du sang, monsieur, du sang sur les pages. » Poirot la repoussa doucement et se dirigea vers la petite salle d'archives à côté de la bibliothèque. C'était une pièce étroite, sans fenêtre, avec des classeurs métalliques alignés comme des soldats. À l'arrière-plan, à côté de l'un d'eux, se trouvait Célestine Barrow. Son visage était blanc comme du marbre. Une tache sombre s'étendait de la paume de sa main gauche. « Mademoiselle ?» commença Poirot. « Ce n'était pas une attaque, » dit-elle en l'interrompant. Sa voix était étrangement calme. « C'était de ma faute. Je l'ai fait. Pas le crime. Je ne l'ai pas tué. Mais j'ai pris le livre. » Gable s'avança, confus. « Qu'est-ce que tu dis ?» Célestine s'accrochait au classeur, respirant fort. « Crime du passé. Je l'ai pris, la veille de sa mort. Je pensais que tu ne le remarquerais pas. Je voulais juste en lire une partie. Juste une partie. » Poirot s'approcha prudemment. « Et pourquoi tu ne l'as pas rendu ? » ?»« Parce que il y avait quelque chose à l'intérieur. » Silence. « Une lettre, » dit-il en baissant la voix, cachée entre les pages. Il était adressé à une femme nommée Élise. Une lettre d'amour. Mais ce n'était pas récent. C'était il y a des décennies. « Et qu'a-t-il dit ?» demanda Gable. « Je ne me souviens pas des mots exacts. Mais il parlait de montres, de cacher des secrets là où le temps ne passe pas. Signé d'une initiale, G. » Poirot plissa les yeux. « Et qu'as-tu fait de la lettre ? » ?»« Je l'ai gardée. Je pensais qu'elle pourrait avoir de la valeur, ou que sœur Lionel voudrait parler d'elle. Mais le lendemain, il est mort, et le livre a disparu. » Poirot parla doucement, comme quelqu'un qui raconte une histoire délicate. « Et pourquoi n'en as-tu pas parlé avant ? » ?»« Parce que la lettre aussi a disparu. Et je pensais que quelqu'un l'avait pris dans ma chambre. Je pensais qu'il pourrait me soupçonner. Et maintenant, quelqu'un a laissé ça. Il a levé le mouchoir taché dans le tiroir où il avait caché la lettre. Et ce sang, dit Gable, méfiant. Célestine se tourna et montra sa main. Une coupe superficielle, comme celle d'un papier tranchant ou d'une tôle mal fermée. Poirot se pencha et ramassa un morceau de papier froissé posé à côté du classeur. C'était une feuille de vieux journal,
Le titre à peine lisible disait « Mort mystérieuse d'un horloger ». Le cœur s'arrête et le temps. Le détective se releva lentement. « Madame Barrault, pourriez-vous me décrire l'enveloppe qui contenait cette lettre ?» C'était gris clair, aucun expéditeur. Mais avec un petit symbole dessiné, une sorte de spirale. Cela ressemblait à un sablier. Poirot ne dit rien, mais ses yeux devinrent soudain plus brillants. Quelque chose dans cette description convenait. « Inspecteur, » dit-il d'une voix basse mais ferme, « ce fichier n'a pas été forcé. » Miss Barrault saigne d'une légère coupure. Et pourtant, quelqu'un a délibérément posé ce fichu mouchoir ensanglanté pour l'incriminer. Quelqu'un qui veut désespérément qu'une partie de la vérité ne soit pas révélée. Gable claqua la langue. Une lettre d'amour d'il y a des décennies, qu'est-ce que cela a à voir avec ça? Peut-être rien, répondit Poirot. Ou peut-être tout. Le passé est une horloge qui compte, monsieur. Il suffit que quelqu'un l'entende sonner à nouveau. Il se tourna vers Violette, qui venait d'arriver alertée par le tumulte. « Mademoiselle Ashcombe, avez-vous déjà entendu le nom d'Élise ?» La bibliothécaire pâlit. Élise, oui, elle était la mère d'Algernon. Pignon redressé. La première femme, pas officiellement. Une femme avec laquelle sœur Lionel a eu une relation avant d'épouser Geneviève. Il a quitté la ferme subitement, il y a des années. On n'en a jamais parlé ouvertement. Poirot plissa les yeux. Et maintenant, son nom réapparaît, juste avant que toutes les horloges ne s'arrêtent. La tension remplissait la pièce comme de la vapeur. Célestine a été escortée jusqu'à sa chambre pour être soignée, mais les dégâts n'étaient pas physiques. La vérité avait commencé à respirer, et le temps, une fois de plus, avait décidé de bouger. Chapitre 7. Là où le temps cache ses traces. La maison Edevan, après les aveux de Miss Barrault, parut retenir son souffle. Les conversations se réduisaient à des murmures, des pas glissaient au lieu de résonner. Même la brise qui traversait les fenêtres faisait à peine bouger les rideaux. Et pendant que tout le monde s'inquiétait de ce qui avait été dit, Poirot, comme toujours, se concentrait sur ce qui n'avait pas été dit. Cette même nuit, lorsque les autres se retirèrent dans leur chambre, Poirot demanda à ne pas être dérangé. Il se dirigea seul vers la bibliothèque, une lampe à huile dans une main et un cahier dans l'autre. Il examina d'abord les montres. Non, pas pour vérifier les mécanismes, mais pour remarquer l'invisible, traces de manipulation, poussière déplacée, angles inégaux. 1, 2, 6, 7, murmura-t-il. Voici les 12. Et pourtant, son regard s'arrêta sur le plus petit. Une horloge de voyage posée sur une étagère secondaire. Pas alignée avec les autres, légèrement inclinée. Poirot le souleva et le retourna. Au dos, il remarqua une échancrure à peine visible. Il appuya avec son ongle et un panneau glissa sur le côté avec un léger clic. À l'intérieur, un petit morceau de papier plié. Poirot l'a retiré avec une pince à épiler, sans le toucher avec ses doigts. Il l'étala soigneusement sur la table. Le tic ne tue pas. Le silence, oui. Quand les aiguilles se taisent, quelqu'un parle. Ce n'était pas signé. La calligraphie était soignée, minutieusement entretenue. Trop prudent, pensa Poirot, comme si cela avait été écrit délibérément lentement. Ah, voilà, un avertissement ou une confession voilée.
il ne l'a partagé avec personne. Pas encore. Au lieu de cela, il demanda à Violette de l'accompagner dans les compartiments secrets de la bibliothèque le lendemain. Elle accepta, même si elle le fit avec une étrange hésitation. « Quelque chose vous préoccupe, mademoiselle ?» demanda Poirot alors qu'il s'agenouillait devant un panneau mobile, sur le mur sud. « C'est juste... je ne sais pas si c'est... » Bien d'ouvrir ces lieux sans la présence des héritiers. Sir Lionel a été très précis sur sa vie privée. Et pourtant, mademoiselle, il est mort. Et la vérité est que, croyez-moi, cela ne s'arrête pas à la courtoisie. Le panneau a révélé une cavité contenant plusieurs documents, de vieilles lettres, des cartes et même un petit journal en cuir. Poirot le feuilleta avec grand soin. Une entrée a retenu son attention. Élise n'aurait jamais dû partir. Mais le temps m'a obligé à garder le silence. Maintenant, les aiguilles se rapprochent. Poirot arrêta de lire. C'était la même lettre que la note trouvée sur la montre. Mais ici, elle se sentait plus humaine, plus pressée. La différence entre une pensée intime et une construction théâtrale. Il referma le journal et le rangea. « Mademoiselle Ashcombe, saviez-vous que la mère d'Algernon était Élise ? » Je l'ai découvert. Tard. Sir Lionel ne l'a jamais admis, ouvertement, mais les rumeurs étaient claires. Et Algernon, même s'il le savait, n'a jamais voulu en parler. Je pense qu'il avait un mélange de fierté et de ressentiment. Et Madame Geneviève le savait-elle ? Je suppose que oui, mais il n'en a jamais parlé. J'ai préféré regarder vers l'avant. C'est du moins ce qu'il a dit. Poirot se promenait dans la pièce comme s'il mesurait l'espace entre les mots prononcés et cachés. Avez-vous déjà entendu parler d'une horloge cachée ? Cachée ? Ouais. Une horloge qui ne marque pas l'heure, mais la dissimule. Une montre qui ne se voit pas, mais qui voit tout. Violette secoua la tête. Poirot n'insista pas. Cet après-midi-là, il a demandé à parler avec Clara. Il lui tendit un dessin, une spirale, avec un point central, le même symbole que Célestine dit avoir vu sur la lettre perdue. Vous reconnaissez cela ? Clara le regardait avec peur. Oui, monsieur. Je l'ai vu, gravé dans le bois de la plus ancienne horloge, à la base. Mais ensuite, cela a disparu. Il a disparu. Quelqu'un a poncé le bois, très doucement. Mais il était parti le lendemain. Et qui a nettoyé cette partie ? Clara baissa la voix. Madame Geneviève. Il a dit que la poussière accumulée gâchait l'harmonie de la pièce. Poirot hocha la tête. Merci, mademoiselle. Vous avez été plus courageux que vous ne le pensez. Cette nuit-là, Poirot écrivit 3 mots dans son carnet. Horloge cachée, Élise, tic silencieuse, et ci-dessous, avec une ligne ferme. Le crime n'était pas seulement contre un homme, mais contre le temps lui-même. Il n'a pas révélé ce qu'il avait découvert. Pas encore. Parce que le meurtrier, il le savait, n'avait pas peur des preuves matérielles. Je craignais l'écho que laisse une vérité refoulée. Et cet écho, à peine perceptible, commençait déjà à résonner. Chapitre 8. Les heures qui ne mentent pas. L'invitation a été remise au crépuscule, écrite à l'encre noire sur du papier crème, avec une écriture si soignée qu'elle semblait imprimée,
Violette était chargée de les distribuer selon les instructions directes de Poirot. Le contenu était bref, à 9 heures précises, à la bibliothèque, assistance essentielle, H. Poirot. À cette heure-là, les habitants de la maison et de Vannes étaient assis autour de la grande table octogonale, sous la lumière vacillante des candélabres. Gable s'assit, les bras croisés. Lady Geneviève, impeccable comme toujours, un verre de sherry entre les doigts. Algernon, un peu plus échevelé que d'habitude, tapota ses jointures. Miss Barrow gardait les yeux baissés. Clara, debout près de la porte, n'osait pas parler. Poirot resta debout à côté de l'horloge à pendule qui indiquait toujours 4h13. Sa canne reposait contre le rebord, mais il n'avait besoin de s'appuyer sur rien. Il semblait plus droit que jamais. « Mes amis, commença-t-il calmement, je vous ai convoqués ce soir, non pas pour accuser, mais pour observer ensemble les détails, ceux qui sont passés inaperçus. Car dans un crime de cette nature, l'évidence ne suffit pas. Il faut écouter ce qui n'est pas dit. Personne n'a répondu, continua Poirot. Sir Lionel n'est pas mort par hasard. Il n'a pas non plus été victime d'une mort naturelle. Il a été assassiné. Et comme vous le savez, aucune arme conventionnelle ni poison n'a été utilisée. Gable fronça les sourcils, mais ne l'interrompit pas. Il savait que s'opposer à Poirot sur ce point était comme crier contre une montre, inutile et bruyant. La clé n'est pas dans ce qui a été trouvé sur les lieux, mais dans ce qui manquait, a déclaré Poirot, pointant le doigt vers l'air, comme s'il dessinait une constellation invisible. Le livre, oui. Mais aussi la synchronisation des horloges, le silence, et surtout la raison. Lady Geneviève sirota du sherry, ne montrant aucune réaction. On nous a présenté un indice alléchant, une clause testamentaire, des dettes familiales et un jeune héritier soi-disant désespéré. Trop parfait, n'est-ce pas? Algernon pinça les lèvres, mais ne parla pas. Mais derrière cette perfection, il y avait quelque chose de tordu. « Les horloges !» continua Poirot. Tout s'arrêtait à 16h13 exactement. Une astuce astucieuse ou un signal précis, il s'approcha de l'horloge à pendule, et celui-ci, en particulier, gardait un secret. À sa base, quelqu'un a effacé une gravure, un symbole en spirale, et pourtant, sa trace est restée. Il jeta un coup d'œil à Lady Geneviève. « Vous avez ordonné que cette montre soit nettoyée, n'est-ce pas? Est-il interdit d'épousseter maintenant, monsieur Poirot ?» répondit-il avec un sourire aussi fin qu'un fil. Poirot sourit également, comme quelqu'un qui ramasse une pièce d'échec sans se presser. « Non, madame, ce n'est pas interdit. Mais la précipitation pour supprimer quelque chose en dit plus long que l'action elle-même. Et qu'est-ce qui est supprimé? Qu'est-ce qui peut donner? Ce symbole, par exemple, celui-là même, qui figurait dans une lettre écrite à une femme disparue il y a plus de 20 ans, Élise. Le nom est tombé comme une pierre dans un étang. Violette se tendit. Algernon releva la tête. Geneviève posa le verre sur la table, avec un léger choqué. Élise, continua Poirot sans élever la voix, était la mère d'Algernon, l'amant de Sir Lionel. Une histoire enterrée avec élégance, mais pas complètement. Sir Lionel avait conservé des lettres et des messages cachés dans leurs livres, voire dans leurs montres, pas par nostalgie, mais par remords ou par peur. « Phobie de quoi ?» dit Gable avec impatience. Poirot se tourna vers lui avec une expression sereine.
pour que le passé le rattrape à nouveau, que son péché n'était pas un abandon, mais quelque chose de pire, la trahison de quelqu'un qui en savait trop. Et ce quelqu'un avait des descendants qui pouvaient revendiquer plus qu'un nom de famille. Le regard de Poirot se posa désormais sur Algernon. « Monsieur Edevanne, saviez-vous que votre mère avait laissé des lettres à votre nom cachées ?» Parmi les livres, que Algernon parut véritablement surpris. « Non, je n'en avais aucune idée, même pas quand il a disparu. Crime du passé ? Je pensais que Violette l'avait déplacé pour des réparations. C'était fragile. Cela l'a toujours été. » « Intéressant, » murmura Poirot, « parce que ce livre n'est jamais paru, et pourtant quelqu'un a trouvé son contenu. » Trop révélateur. Poirot fit lentement le tour de la table, les mains jointes derrière le dos. Une lettre a été dessinée. Il contenait des phrases codées, un symbole et mention d'un nom, G. Ce n'était pas Geneviève, comme certains pourraient le penser. C'était Gaspard, le deuxième prénom de sœur Lionel. Violette poussa un soupir à peine audible. Tout cela ne suffit pas à accuser quelqu'un, objecta Gable en croisant les bras. Non, dit Poirot en s'arrêtant à côté de Clara. Parlons donc de la tasse de thé. Celui qui apparaissait dans le placard utilitaire avec un étrange mélange qui contenait plus que du Earl Grey. Quel mélange ? Demanda Lady Geneviève avec une fausse curiosité. Poirot la regarda droit dans les yeux. Une substance naturelle, apparemment inoffensive, mais capable de provoquer des arythmies mortelles chez certains organismes prédisposés. Cela ne fonctionne que si le cœur est épuisé. Et Sir Lionel avait une faiblesse qu'il gardait secrète. Le silence était absolu. Poirot ferma les yeux un instant. Je n'ai pas besoin de preuves physiques, j'ai besoin de logique. Et la logique me dit que celui qui craignait de perdre sa position, son contrôle et son héritage social n'était pas le fils oublié, mais l'épouse qui avait construit son monde sur un silence parfaitement synchronisé. Le regard de Geneviève ne se démentit pas, mais ses doigts, sous la table, se fermèrent hermétiquement. Poirot ne l'a pas encore signalé. Il s'est juste incliné doucement. Demain matin, je continuerai. Il reste encore un dernier morceau. Quelque chose que sœur Lionel a laissé préparer, au cas où le temps manquerait. Et sur cette promesse, il quitta la bibliothèque sans dire un mot. Chapitre 9. L'heure de l'héritage. Le lendemain matin, à 7 heures, le ciel au-dessus d'Edevanne Manor était recouvert d'une couverture grise qui semblait refuser de s'éclaircir. Le brouillard s'accrochait aux fenêtres et les arbres ne bougeaient pas. Mais à l'intérieur de la maison, tout se passait. Poirot, vêtu de sa veste la plus sombre et d'une cravate parfaitement symétrique, demanda l'accès au bureau privé de Sir Lionel. Cette fois, il n'a pas demandé de compagnie. « Je ne veux pas être interrompu pendant 1 heure précise. Pas 1 minute de plus, pas 1 minute de moins, » dit-il à Violette, qui hocha la tête avec la formalité de quelqu'un qui sait déjà que quelque chose est sur le point de changer. Le studio était comme la dernière fois, la boîte à musique intacte, le bureau bien rangé. Mais Poirot n'a pas vu l'évidence. Je cherchais ce qui se cachait dans la symétrie. Il se dirigea vers la bibliothèque où sœur Lionel conservait ses collections personnelles, traités d'histoire, d'horlogerie et documents d'auteurs douteux.
Parmi eux, un volume sans dos visible. Il l'a repris. C'était un faux livre. À l'intérieur, caché, une enveloppe, il ne l'a pas ouvert tout de suite. Il la posa sur la table, prit une profonde inspiration et regarda la montre de poche qu'il portait toujours. Les aiguilles indiquaient 7h13. Toujours le 13e, murmura-t-il. Pas par hasard, mais par conception. L'enveloppe contenait une lettre datée de 3 jours avant la mort de sœur Lionel. Écrit d'une main ferme. L'entête disait « Honte, cas de décès ». Poirot le lut en silence, ses yeux clignant à peine. Quand il eut fini, il se pencha en arrière et ferma les yeux un instant. Puis il remit la lettre dans sa veste. À 8h30, Poirot demanda la présence de Violette et Clara dans la bibliothèque. « Mesdames, avant de convoquer les autres, j'ai besoin de comprendre un dernier détail. » Il s'adressa à Clara. « Mademoiselle, l'après-midi du crime, vous avez vu quelqu'un entrer dans la bibliothèque. » Il l'a dit à voix basse. « Mais aujourd'hui, j'ai besoin que tu le dises clairement. » Clara déglutit, puis acquiesça. « Je n'ai pas vu le visage, mais j'ai vu la robe. C'était bleu marine, avec boutons dorés, tout comme celui que portait Madame Geneviève cet après-midi-là. » Violet, toujours debout, ne montra aucune surprise. « Je m'en doutais, » murmura-t-il. « Mais je n'ai pas osé le dire. » Poirot se tourna vers elle avec un intérêt renouvelé. « Parce que dans cette maison, monsieur, les soupçons sont comme des horloges. Une fois qu'ils s'arrêtent, tout le monde essaie de les empêcher de bouger à nouveau. » À 9h, tous les membres de la maison furent de nouveau convoqués à la bibliothèque. Cette fois, Gable ne faisait plus preuve d'impatience, mais plutôt d'anticipation. L'atmosphère était différente, comme si quelque chose d'invisible s'était détaché de ses gonds. Poirot ne se tenait pas au centre de la pièce, mais à côté de l'horloge à pendule. Il passa ses doigts sur le bois comme s'il caressait un vieil instrument de musique. Hier soir, nous avons parlé de symboles, des lettres perdues, des volontés et des secrets. Mais ce matin, nous avons vraiment parlé, a-t-il déclaré sans élever la voix. Une vérité qui, comme l'horloge, s'arrête quand on veut qu'elle arrête d'avancer. Il sortit l'enveloppe de sa veste et la posa sur la table. Cette lettre a été écrite par sœur Lionel 3 jours avant sa mort. Il est clair. C'est direct et surtout, c'est préventif. Il regarda Lady Geneviève, dont les yeux, pour la première fois, s'ouvrirent un peu plus grands que d'habitude. Dans ce document, sœur Lionel exprime ses soupçons selon lesquels quelqu'un de très proche souhaite hâter sa mort, pas par cupidité mais par peur. De savoir que ton passé ne peut pas être enterré avec autant de silence. Poirot leva les yeux vers Algernon, et il évoque également sa volonté de redonner publiquement le nom d'Élise, la reconnaître comme épouse légitime, pour redonner à son fils la place qui lui revient. Un léger murmure parcourut la pièce. Geneviève restait silencieuse, mais son visage était pâle. « Cela aurait tout changé », a poursuivi Poirot. « Fortune, le titre, l'histoire même de cette maison. Et pour quelqu'un comme vous, madame, qui a construit votre logement sur la base d'un ordre apparent, c'était inacceptable. Cela ne peut rien prouver, dit enfin Geneviève, d'une voix toujours élégante, quoique glaciale. Je n'ai pas besoin de le prouver avec des empreintes digitales.
J'essaie avec des montres, dit Poirot en faisant un pas vers elle. Parce que le jour de la mort de Sir Lionel, vous ne vouliez pas que quiconque remarque ce qui manquait. Il a donc organisé quelque chose d'encore plus marquant, que chacun remarque ce qui s'est arrêté. Gable fronça les sourcils. Les montres. Exactement. Une illusion parfaite, une distraction élégante. Arrêter le temps pour empêcher le passé de suivre son cours. Poirot brandit la lettre. Mais Sir Lionel était plus intelligent que je ne le pensais, madame, et je savais que, si le temps s'arrêtait, je laisserais un mot écrit. Geneviève se releva lentement. Son visage était toujours serein, mais ses mains, pour la première fois, tremblaient. « Et que dit exactement cette lettre, monsieur Poirot ?» Poirot la regarda sévèrement. « Que s'il mourait sans cause apparente, nous chercherions parmi les horloges. Parce que l'un d'eux avait été modifié par vous, Lady Geneviève ne nia pas. Il n'a pas affirmé. Il se rassit simplement avec un long et doux soupir. Comme c'est tragique que tout cela soit dû à une femme morte, murmura-t-il. Poirot ne répondit pas. Il se dirigea simplement vers la fenêtre et regarda le brouillard commencer enfin à se dissiper. Le moment de vérité approchait, et cette fois, rien ne l'arrêterait. Chapitre 10. Quand le temps s'est arrêté, pour la deuxième fois. Le silence qui suivit la lecture de la lettre était épais, dense comme le brouillard qui commençait à se dissiper au dehors. Lady Geneviève ne répondit pas. Il n'a pas demandé de preuves. Il n'a pas demandé d'explication. Elle s'est simplement assise, le dos droit et les mains croisées sur ses genoux, comme si elle contrôlait toujours la situation. Mais Poirot n'était pas dupe. Laissez-moi maintenant, dit-il calmement. Vous expliquer comment ce crime a été commis. Parce que c'était un crime de précision, pas de passion. Une montre planifiée avec autant de détails. Comme une montre suisse. Il s'approcha du centre de la pièce où toutes les horloges, déjà remises à l'heure, indiquaient 9h47. Sir Lionel n'est pas mort par hasard? Sa tasse de thé ne contenait pas de poison commun, mais une combinaison spécifique, un extrait botanique rare, dérivé de l'if, difficile à détecter si on ne le cherche pas. De quoi provoquer un arrêt cardiaque chez quelqu'un ayant une prédisposition, comme Sir Lionel, qui avait souffert de légères arythmies qu'il cachait par orgueil. Gable se redressa, visiblement surpris. « Et comment le sais-tu » ? Parce que j'ai trouvé, dans le dossier privé du médecin de la ville, une note manuscrite dont Sir Lionel demandait la confidentialité. Il met en garde contre le stress intense, les boissons stimulantes ou les toxines cardiaques. Et Madame, Poirot se tourna vers Geneviève. Vous le saviez. Elle baissa les yeux un instant. Puis il le releva, imperturbable. Je n'étais pas le seul à connaître ses faiblesses. Vrai. Mais c'est toi qui as remplacé le thé habituel ce jour-là. Clara, sans le savoir, posa le plateau de côté. Et vous en avez profité pour servir personnellement la coupe. Un geste gentil qui cachait une intention mortelle. Poirot regarda les visages de tout le monde. Puis, à l'aide d'un petit appareil caché dans l'horloge à pendule, il synchronisa l'arrêt de toutes les horloges de la bibliothèque. Pas mécaniquement, mais visuellement. Il suffisait d'arrêter le pendule principal et d'ajuster les autres après la mort. Un acte symbolique simple
mais efficace. La confusion qu'il engendrait permettait de détourner tous les soupçons vers le mystère du temps, et non vers le contenu du thé. Gable plissa les yeux. Et le livre disparut. « Vous l'avez pris vous-même, madame, » répondit Poirot. Il savait qu'il contenait des lettres que sœur Lionel avait cachées pendant des années. Des lettres qui, si elles étaient révélées, l'obligeraient à reconnaître publiquement Élise. Et avec cela, changer complètement sa volonté. Vous ne pouviez pas le permettre. Lady Geneviève expira doucement. Pas un aveu, mais pas non plus un déni. J'ai tout construit, dit-il finalement. Chaque détail de cette maison, tous les soirs pour le dîner, chaque mot social, tout cela pour protéger mon nom. Pensez-vous que j'allais le laisser perdre face à un fantôme du passé? Poirot hocha la tête à regret. Le problème, madame, c'est que les fantômes trouvent toujours le moyen de faire sonner votre montre, même si le temps semble s'être arrêté. Violette, qui était restée silencieuse jusque-là, parla pour la première fois, et le mouchoir taché de sang. Était-ce elle aussi? Oui, dit Poirot. Il l'a placée dans le dossier pour incriminer Célestine Barrow. Il savait que Miss Barrow avait trouvé l'une des lettres. Et elle pensait que si elle parvenait à amener tout le monde à se méfier d'elle, la menace disparaîtrait. Miss Barrow, de son coin, avait l'air plus triste que soulagée. Je voulais juste comprendre ce qu'il avait réellement été, murmura-t-elle. Il aimait les livres, il adorait les montres, mais j'avais peur du passé. Poirot se tourna vers Gable. L'inspecteur, la lettre de sœur Lionel, le témoignage de Clara, le symbole effacé, la substance trouvée dans les restes de la coupe. Tout indique un crime délibéré. Gable se releva avec raideur. « Dame Geneviève est de Vannes, dit-il gravement. Vous êtes en détention pour suspicion de meurtre, avec préméditation. Vous avez le droit de garder le silence. » « Ce ne sera pas nécessaire, » l'interrompit-elle en se levant lentement. Puis elle regarda Poirot avec son élégance intacte. « Je suppose que la véritable tragédie n'est pas ce que j'ai fait, mais ce que j'ai construit pour la cacher. Tant de montres, monsieur Poirot, et aucune n'a pu me faire oublier qu'un jour j'ai été remplacé par un souvenir. » Poirot ne répondit pas. Il baissa simplement la tête en signe de respect. Lorsque Geneviève fut escortée hors de la bibliothèque, la pièce parut expirée. Les horloges continuaient d'afficher l'heure, mais dans l'expression de Poirot, il était clair que la vérité, comme le temps, ne s'arrête pas. Chapitre 11. Les échos après tic-tac. La bibliothèque du manoir des Devannes fut laissée dans un étrange état de repos après le départ de Lady Geneviève. Ce n'était pas un silence naturel. C'était plutôt l'écho de quelque chose qui était suspendu depuis des jours, la vérité, et qui, en tombant, avait brisé la tension que chacun portait sans l'admettre. Algernon se tenait immobile, près de la fenêtre, les mains dans les poches de son manteau. Il avait écouté chacune des paroles de Poirot, sans l'interrompre, sans se défendre, ni attaquer. Son regard errait désormais sur les jardins couverts de brume, mais ses pensées étaient dans une autre époque. Poirot s'approcha de lui. « Vous vous en doutiez » Algernon secoua lentement la tête. Pas du tout. Mais il y avait des choses qui ne convenaient pas pour toujours. Ma mère n'a jamais été un fantôme. Elle a été transformée en une seule. Et il a pris une profonde inspiration.
Il l'a permis. Mais en fin de compte, il a essayé de faire le bon choix, même s'il était trop tard. Il n'est jamais trop tard pour connaître la vérité, dit doucement Poirot. Parfois, il suffit que quelqu'un ose arrêter l'horloge. Pour entendre ce qu'elle sonne réellement. Violette Ashcombe, assise dans l'un des fauteuils, ferma son cahier. Ses notes étaient soignées, ordonnées, mais son expression était distante. « Je ne l'ai jamais vu avec haine », a-t-il déclaré. Pas même de jalousie, mais oui, avec le contrôle. Madame Geneviève contrôlait la maison, les horaires, les paroles, même les silences. Et je suppose qu'elle décidait aussi du moment où le cœur de son mari devait cesser de sonner. Poirot hocha la tête, contrôlait le temps et le fantasme de beaucoup. Certains laissaient avec des montres, d'autres avec la mort. L'inspecteur Gable, plus réservé que d'habitude, s'éclaircit la gorge depuis l'autre bout de la pièce. « Nous la transférerons à Londres cet après-midi. Le juge voudra savoir pourquoi quelqu'un d'aussi raffiné a commis un crime aussi froid. » Poirot se tourna vers lui. « La réponse est dans les raisons, mon cher. Ce n'était pas une question d'argent, comme cela semblait au début. C'était à cause du territoire, par identité, à l'idée de perdre l'endroit qu'il a construit dans cette maison. Geneviève n'a pas tué par vengeance, mais par peur de devenir remplaçable. Et pourtant, c'était le cas, marmonna Gable. Avant le déjeuner, Clara a demandé à parler à Poirot. Elle le trouva dans la serre, caressant les feuilles d'un jasmin. « Monsieur, pensez-vous qu'elle le regrette ?» Poirot pencha la tête. « Je ne sais pas, mademoiselle. Certains crimes naissent d'une impulsion, d'autres à partir du calcul. Mais même les plus froids laissent une brûlure. Et ça ne se voit pas toujours de l'extérieur. » Clara baissa les yeux. « Je pensais que le temps ici était épais, comme si les murs voulaient qu'on ne parle jamais. Mais tu as tout fait bouger à nouveau. » Poirot sourit doucement. « Le temps ne s'arrête pas, Clara. Cela ne semble être le cas que lorsqu'il y a trop de secrets accumulés. Peu. » De temps après, Miss Barrow a décidé de partir. Elle a emballé ses quelques affaires et a demandé au chauffeur de l'emmener à la gare. Avant de partir, il s'approcha de Poirot. « Merci, monsieur, non seulement pour me sauver des soupçons, mais pour me rappeler que les livres peuvent cacher beaucoup de choses, mais ils peuvent aussi les libérer. » Poirot l'accompagna jusqu'à la porte. « Et n'oubliez pas, mademoiselle, que parfois, le silence entre les lignes en dit plus que les mots écrits. » Algernon, désormais plus calme, annonça qu'il resterait au manoir au moins pendant un certain temps. « Quelqu'un doit vraiment mettre de l'ordre dans cette maison, » a-t-il déclaré. « Et je ne parle pas de montre. » Poirot le regarda avec approbation. « Alors souviens-toi de ceci, n'essaye pas d'effacer ce qui s'est passé. » Acceptez votre histoire avec ses ombres. C'est le seul moyen d'éviter que cela ne se reproduise. Le jeune homme hocha la tête, et pour la première fois, il sourit d'un sourire qui ne semblait pas contenir de colère. Vers la fin de la journée, Poirot était assis seul dans la bibliothèque. La cheminée brûlait doucement, et toutes les horloges, parfaitement synchronisées, indiquaient 6 heures. Il n'y avait pas un seul bruit dans la pièce,
à l'exception d'un léger tic-tac qui semblait désormais harmonieux et non sinistre. Violette regarda la porte. « Voulez-vous autre chose, monsieur Poirot ?» Il secoua la tête. Juste un instant, pour écouter, pas les horloges, mais ce qui reste quand elles arrêtent de sonner, elle a compris. Il se retira en silence. Poirot croisa les mains sur ses genoux, ferma les yeux et laissa les bruits de la pièce lui parler. Le léger craquement du bois, le répit du feu, le contact presque imperceptible de sa canne sur le tapis. Et autre chose, une paix mélancolique, comme si la maison avait elle aussi libéré un poids invisible. Parce que le temps bougeait enfin à nouveau, mais il l'a fait, en sachant. Chapitre 12. L'horloge intérieure de la vérité. Le lendemain du départ de Lady Geneviève et de Van Manor se sentait différent. Non pas à cause des changements visibles, mais à cause de ce qui n'existait plus. La tension qui avait transformé chaque veille en menace, chaque regard en soupçon. Désormais, les couloirs respiraient plus naturellement. Le temps, au propre, comme au figuré, a repris sa place. Poirot déjeunait seul, comme à son habitude, avec des petits pains parfaitement alignés, du beurre exact et son chocolat chaud à la température idéale. Le plateau avait été servi par Clara, qui, cette fois, l'accompagnait d'un sourire timide. La tranquillité qui flottait dans l'atmosphère semblait plus authentique. Après le petit déjeuner, Poirot demanda à rester seul dans la bibliothèque pendant une dernière heure. Là, entouré des horloges qui s'arrêtaient autrefois à l'unisson, il se laissa marcher lentement, comme s'il revoyait mentalement le crime, non pas avec rage ou gloire, mais avec le respect qu'il accordait à l'acte de comprendre l'incompréhensible. Il sortit un petit carnet de sa poche. Il y avait écrit le mot clé de l'affaire. Contrôle. C'est ça, murmura. C'était le nœud du crime, pas la cupidité, pas de vengeance, pas une impulsion passionnée. Geneviève avait craint l'effondrement de son monde soigneusement construit, et pour cette raison, il a préféré éliminer celui qui allait réécrire l'histoire de la maison. Le véritable héritage que Sir Lionel tentait de restaurer n'était pas économique, mais symbolique. Reconnaissez Élise, restaurer la lignée d'Algernon et libérer sa conscience avant sa mort. Mais il n'y était pas autorisé. Poirot leva les yeux. Devant lui, l'horloge à pendule centrale tic-taquait avec une régularité absolue. Il n'était plus détenu. Il n'était plus complice de la tromperie. « Monsieur Edevan, dit-il à voix haute en s'adressant au portrait de Lionel accroché au-dessus de la cheminée, votre passé vous a rattrapé. Non pas pour punir, mais pour la justice. Personne ne peut réécrire l'histoire sans en payer le prix. Sur ce, il s'assit sur le canapé où le corps avait été retrouvé, pas pour le drame, mais par curiosité. Il s'autorisa à regarder de ce point de vue comme s'il partageait un instant les dernières pensées de l'homme qui avait commencé le puzzle. Et il l'a parfaitement compris. Sœur Lionel n'avait laissé aucun indice par vanité. Il les a laissés par peur. Il savait que son temps était compté et, incapable d'agir rapidement, il plaçait son espoir en quelqu'un qui savait lire entre les lignes du temps. Et ce quelqu'un était Poirot. Poirot. À midi, alors que la calèche l'attendait devant le manoir, Algernon vint lui dire au revoir. Son visage montrait quelque chose
qu'il avait évité jusqu'à présent le soulagement. « J'ai décidé de rester », a-t-il déclaré. Pas par nostalgie, mais parce que quelqu'un doit raconter toute l'histoire de cette maison. Pas de fausses horloges, ni de silence sélectif. Très raisonnable, approuva Poirot. Et rappelez-vous, monsieur, celui qui hérite d'une maison hérite aussi de ses ombres. Mais il n'est pas de votre devoir de les éliminer, mais d'éclairer les bons coins. Algernon lui tendit la main. Poirot la secoua cordialement. « Merci, monsieur, pour tout voir sans tout juger. » Poirot pencha la tête avec un sourire. « Je ne juge pas. J'observe simplement. Et la vérité, monsieur, est une fleur qui s'épanouit même si on essaie de l'enterrer sous le marbre et les aiguilles des minutes. » Violette s'approcha également, discrètement. « Nous reverrez-vous un jour ?» Poirot sourit poliment. « Peut-être. Même si j'espère que la prochaine fois, ce sera pour le thé et la conversation, et non pour des cadavres. » Elle rit doucement et, pour la première fois, semblait libérée d'un fardeau qui n'avait jamais été le sien. « Nous veillerons à ce que les horloges continuent de tourner, mais sans crainte. » Poirot s'inclina légèrement. « C'est tout ce que le temps peut nous demander. » Lorsqu'il monta finalement dans la voiture, Poirot s'installa dans son siège avec une précision presque cérémonielle. Il sortit sa montre, à gousset, l'ouvrit et la regarda un instant. Cela marquait l'heure exacte, comme d'habitude. Et pourtant, il y a des horloges qui mesurent les secondes, se disait-il, et il y en a d'autres qui mesurent le blâme. Vœux, des silences. Le plus dangereux n'est pas celui qui s'arrête, mais celui qui n'écoute pas. Alors que la voiture avançait sur la route principale, les tours du manoir et des vannes se sont estompées dans la brume. L'affaire a été résolue. Le coupable avait été démasqué. Mais Poirot savait que les crimes, comme les vieilles horloges, laissent parfois des pièces détachées, des engrenages émotionnels que personne ne peut complètement réparer. Et pourtant, à l'intérieur, une chose était vraie, les petites cellules grises avaient fait leur travail. Le temps avait parlé, et la vérité, une fois de plus, avait marqué son époque.